Comment vivre ensemble après s'être tant déchirés? Moi je vais chez des Serbes et eux viennent chez moi. Mais je sais qui a fait quoi, quelles sont les bonnes et les mauvaises familles. À travers 6 personnages, ce documentaire nous raconte l'indépendance du Kosovo. Des histoires de haine et de passion entre différentes communautés. Alors comment inventer une identité et une culture nationale? Mes collègues albanais viennent ici. Ils se sentent bien chez moi. Moi, je vais très peu en bas. Je ne suis pas désirée en bas. Kosovo Kosové, un documentaire de Julien Lénier sur Public Sénat, lundi à 22h30. On est vendredi, il est 18h, bonsoir et bienvenue dans l'actualité. Ce soir, le soutien seulement politique des 27 pour éviter à la Grèce de plonger. Le sommet extraordinaire organisé hier à Bruxelles n'a débouché que sur aucune aide financière précise. Le bras de fer continue entre Georges Frêche et le Parti Socialiste. Un proche du président sortant de Languedoc-Roussillon a assigné le PS pour sa liste concurrente dans la région. Le parti de Martine Aubry se dit tranquille. La campagne des régionales est-elle monopolisée par la thématique sécuritaire? La question vous est posée sur le nouvelobs.com, notre partenaire. Vous avez encore quelques minutes pour voter. Plus 0,6, c'est le taux de croissance de la France au 4e trimestre 2009. Satisfaction à droite. L'UMP salue l'accélération de la croissance, mais le Parti socialiste, en revanche, retient, lui, le recul historique du PIB, moins 2,2% sur l'année. Quant à la ministre de l'économie, Christine Lagarde, elle affiche un optimisme sans faille. Écoutez. Plus 0,6%, ça veut dire 2 fois mieux qu'au printemps, 3 fois mieux qu'à l'automne. On avait fait 0,3 au 2e trimestre, 0,2 au 3e, un petit moment d'inquiétude, et on fait 0,6%. J'avais dit qu'on terminerait sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi à ce moment-là. Et je pense qu'un 0,6%, c'est vraiment un résultat satisfaisant qui prouve que les mesures du plan de relance qu'on a prises, notamment la prime à la casse, soyons sérieux, le chiffre de la consommation en particulier est bon, ça a été efficace. Oui. Bonsoir Christian Saint-Etienne, vous êtes économiste, auteur de La fin de l'euro. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir d'après vous? La croissance plus forte, moins basse que prévu plutôt peut-être, ou le recul du PIB, un recul historique depuis 1945? On ne peut pas parler de recul historique, enfin c'est statistiquement vrai, mais dans le contexte de la crise financière mondiale, c'est un très bon résultat. C'est la décroissance la plus faible de l'Europe et de la zone euro parmi les grands pays. Le Royaume-Uni, en dehors de la zone euro, qui a pourtant fortement dévalué sa monnaie, doit faire moins 4,8. L'Allemagne, qui est la très grande puissance exportatrice européenne dans le monde, a fait moins 5. Donc moins 2,2 pour la France, c'est un bon résultat. C'est moins pire que les autres. Alors, voilà. Le bon chiffre de la croissance est surtout dû, Christine Lagarde l'a dit elle-même, à la consommation, et on peut l'attribuer également à la prime à la casse. À quoi il faut s'attendre pour le premier trimestre 2010? Ça sera pas bon. On n'aura plus le soutien aussi fort de la consommation, notamment de la consommation automobile. L'année 2010, dans son ensemble, pour l'ensemble de la zone euro, sera pas satisfaisante. Ça va même aller plus loin. Je pense que les 3 prochaines années, 2010, 2011, 2012, vont être décevantes. On va faire peut-être 1,5 de croissance en moyenne. Alors, ça va bouger d'un trimestre à l'autre. Mais la croissance de la zone euro dans ces 3 années ne va pas être bonne parce qu'il n'y a pas de moteur fort dans la zone euro. Il faut se souvenir que l'Allemagne représente 30% du PIB de la zone euro. Or, l'Allemagne mène une politique de désinflation salariale compétitive au sein de la zone euro depuis 10 ans. Ça veut dire que ça casse la consommation interne de l'Allemagne. Il n'y avait pratiquement que la France et l'Espagne qui avaient parmi les grands pays de la zone euro, qui avaient des mouvements de consommation significatifs. C'est arrêté en Espagne, ça va flancher en France, donc la zone euro ne connaîtra pas des résultats extraordinaires. Pas optimiste. Vous restez avec nous pour parler de la Grèce. La Commission européenne veut surveiller de plus près les politiques économiques menées par les différents pays de la zone euro. Bruxelles a annoncé aujourd'hui quelques propositions pour éviter un deuxième scénario à la grecque. Hier, les 27 étaient réunis en sommet extraordinaire. Ils ont décidé de porter secours au gouvernement d'Athènes sans prévoir pour autant d'aide financière précise. Tam Tranui.
Après 2 mois d'hésitation, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy se sont contentés hier d'une simple déclaration politique de soutien. Aucune aide financière concrète n'a été avancée. Il faut dire que les opinions publiques, notamment allemandes, sont pour le moins réticentes. Les Allemands sont dans l'idée que les Grecs ont fauté, qu'ils ont menti, qu'ils sont mal gérés et que donc ils ne méritent pas la solidarité du peuple allemand et du contribuable allemand. Cette déclaration peut-elle suffire? Depuis hier, les spéculateurs contre l'euro se sont calmés et les taux d'intérêt des emprunts grecs sont revenus à des niveaux plus raisonnables. De plus, et pour la première fois hier, la chancelière allemande a accepté la mise en place d'un gouvernement économique de l'Union européenne. La crise grecque reflète en effet un problème de fond dans la zone euro. À la mise en place de la monnaie unique, il aurait fallu plus de gouvernance, c'est-à-dire coordonner les politiques économiques au sein de la zone euro. Surtout, le cas grec montre à quel point l'ensemble de l'Europe est aujourd'hui affaibli. Derrière tous ces troubles autour de l'euro, il y a la mise en cause de la zone européenne, pas simplement de la zone euro, mais de l'Europe, du vieux continent, qui n'est plus capable de créer suffisamment de richesses. Nous avons vraiment là une sanction aussi d'un manque de dynamisme économique du vieux continent par rapport aux puissances émergentes. Mais pour l'heure, l'urgence est au sauvetage du soldat grec. Les modalités concrètes vont être discutées lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro lundi prochain. Voilà, réunion lundi prochain des ministres des Finances de la zone euro. Qu'est-ce qui va être décidé à votre avis? Quel est le scénario qui risque de sortir le mieux la Grèce de cette crise? La Grèce, c'est un symptôme de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne actuellement? C'est la conjonction de 2 problèmes. Avant même la crise de la dette publique, on avait un problème au sein de la zone euro. La zone euro a été constituée lors du traité de Maastricht qui a été signé en décembre 91 sans mettre en place un gouvernement économique de la zone et sans mettre en place ce qu'on appelle un fédéralisme fiscal, c'est-à-dire un système de redistribution entre les pays. Par exemple, aux États-Unis, si le Texas va bien et le Michigan va mal, eh bien, par le budget fédéral, il y a des redistributions du Texas vers le Michigan. Ça n'existe pas en Europe. Le budget européen ne fait qu'un point, 1,1 point du PIB européen et il ne contient pas de mécanisme de redistribution, c'est simplement essentiellement le financement de la PAC et des mesures structurelles pour les pays pauvres. Donc si on regarde la zone euro, elle est structurellement faible, sans gouvernement économique, sans politique de change. Mais ça n'avait pas empêché, vous prenez le cas des États-Unis, par exemple, la Californie, d'être à 2 doigts de faire faillite. Oui, mais il n'y aurait pas eu de faillite effective. Quand l'État de New York et la ville de New York ont été en grande difficulté il y a 20 ans, le gouvernement fédéral est intervenu et ils auraient sauvé... Alors, il y a 2 réponses. D'abord, le gouvernement fédéral aurait sauvé la Californie et 2, on n'a jamais imaginé que le FMI intervienne pour sauver la Californie. Donc, il y a donc cette insuffisance sur le plan politique et sur le plan structurel au sein de la zone euro, d'une part, et d'autre part, il y a eu la crise de la dette au cours de l'année 2009 et plus exactement au début de 2010, puisqu'au début, les marchés considéraient que c'était très bien que les États interviennent et puis tout à coup ils s'inquiètent de l'amoncellement de la dette. Mais l'amoncellement de la dette ne fait qu'apparaître les craquelures qui étaient sous-jacentes de la zone euro. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faudrait mettre en place un vrai gouvernement économique. Je signale d'ailleurs qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on entend par gouvernement économique. Madame Merkel a parlé de gouvernement économique. Elle n'entend pas vraiment ce que l'on sous-entend par gouvernement économique. Ce qu'on entend par gouvernement économique, c'est une capacité de l'Eurogroupe, c'est-à-dire les seuls ministres de l'économie et des finances de la seule zone euro, à conduire la politique de la zone euro parce que nous partageons la même monnaie, c'est-à-dire la même politique monétaire, la même politique de taux d'intérêt et la même politique de change, ce qui n'est absolument pas le cas des autres. Or, si vous êtes très vigilant, Madame Merkel dit... Je veux des règles d'encadrement des politiques économiques. C'est aussi ce que dit Van Rompuy sur les politiques des pays membres, mais des 27. À aucun moment, Merkel, elle fait dévier le sujet. Elle ne parle pas d'un gouvernement économique de la zone euro. En réalité, elle parle de règles de gouvernance. Alors pourquoi? Parce que les Allemands n'en veulent pas. Ils n'en ont jamais voulu, ils n'en voudront jamais. Les Allemands d'abord étaient totalement contre le fait de faire entrer en 91 les pays ce qu'ils appelaient les pays du Club Med. Quand Mitterrand, il y a eu la chute du mur de Berlin en novembre 89. En 90-91, au moment de la réunification, Mitterrand a dit à Kohl, qui était le chancelier allemand à l'époque,
OK pour faire la réunification. La contrepartie, c'est de partager le pouvoir monétaire. Et Kohl a répondu OK pour partager le pouvoir monétaire avec la France et le Benelux, pas avec les autres. Mitterrand, pour toutes sortes de raisons, a dit il faut le partager avec les autres. Ça a été la mise en place des critères de Maastricht dans le traité et puis la non mise en place d'un véritable gouvernement économique. Je pense que on ne surmontera pas la crise actuelle. J'ai été stupéfait de voir qu'à Bruxelles, en dépit de la crise grecque, on n'a pas, vous l'avez dit vous-même, formellement annoncé un véritable plan d'aide pour la Grèce. On a mis la Grèce sous tutelle, pratiquement sans contrepartie. Théorique, parce que pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui a été décidée. Quand vous dites la fin de l'euro, votre livre, le titre, c'est la fin de l'euro, c'est votre prédiction ? Alors, quand j'ai écrit ce livre il y a 9 mois, j'ai prévu exactement ce qui se passait en expliquant pourquoi ça allait se passer. Parce que justement, on avait construit une zone sans gouvernement économique, sans fédéralisme fiscal, et une zone à l'intérieur de laquelle on a plutôt une divergence des performances économiques qu'une convergence. Ça veut dire que personnellement, moi, je ne souhaite pas la fin de l'euro. Et donc, je disais dans ce livre, il faut mettre en place un véritable gouvernement économique. Mais j'observe qu'à travers la crise grecque, que justement, ça ne fait que confirmer que les principaux pays de l'Europe ne veulent pas de ce gouvernement économique. Donc je suis extrêmement pessimiste sur l'euro. Mais attention, les gens parfois disent « Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin de l'Europe ?» Non, il ne faut pas paniquer. On a eu pendant 15 siècles des louis et puis des francs. Si demain ça éclate, on retournera à un euro-franc. On peut même imaginer des solutions intelligentes où la zone euro se diviserait en deux avec les pays ayant une économie plutôt tirée par la consommation d'un côté et se tirer par l'export de l'autre. Donc c'est pas la fin du monde. À partir du moment où on veut pas mettre de gouvernement économique, à un moment donné, il faudra aller devant le notaire et constater qu'il y a divorce et qu'on n'est pas prêt à se mettre ensemble pour la vie. Faut voir si ce sera sous le régime de la communauté ou pas. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne d'être venu nous expliquer ce dossier. Hiérarchie courte, recherche de consensus, rémunération avantageuse, esprit d'équipe, tel est le modèle social revendiqué par Ikea. Une image quelque peu écornée par l'appel à la grève illimitée lancé hier par les syndicats. Aujourd'hui, les 26 magasins français sont restés ouverts, mais une forte mobilisation est attendue dès demain, tandis que l'occupation du siège social à Plaisir dans les Yvelines se poursuit. Alexandra Colino. Ce midi, l'ambiance était tendue au siège social d'IKEA France. Et quand vous méprisez les salariés avec des augmentations indécentes, c'est les valeurs Ikea? C'est les valeurs Ikea, les augmentations indécentes? Les délégués syndicaux investissent les lieux depuis 6 jours. Ils demandent des hausses de salaire collectives de 4%. Hier soir, la direction leur a proposé une augmentation de 1%. Déçus, ils appellent les 9000 salariés des 26 magasins français à la grève immédiate. Un sentiment très fort de mépris vis-à-vis des salariés. De son côté, la direction tente de calmer le jeu. Cette démarche qui a été d'entendre le message des organisations syndicales qui parlaient de collectif est une démarche qui nous semble être celle du dialogue et capacité d'écoute. Les employés déplorent de mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas. J'ai 12 ans d'ancienneté chez Ikea. J'ai fait 8 ans de caisse. Je suis passé assistant caisse au bout de 8 ans parce que j'ai beaucoup de mal. Voilà, ce que je gagne, c'est 1 298,76 € brut par mois. Pour moi, tout ce qui est, comme ce qui est marqué derrière vous, améliorer le quotidien, tout ça, ce sont que des mots, c'est que du rêve. C'est juste un rêve. C'est écrit, mais c'est juste un rêve. Les syndicats annoncent un mouvement de grève historique pour les jours à venir. L'image du géant suédois risque d'en pâtir. De nouveaux suicides à France Télécom. La direction du groupe a annoncé que 2 de ses salariés se sont donné la mort en dehors de leur lieu de travail cette semaine. Ça porte à 5 le nombre de suicides depuis début janvier. Eurostar va investir plus de 34 millions d'euros pour améliorer sa fiabilité et les informations en cas de perturbation. C'est ce qu'a annoncé la compagnie ferroviaire ce matin. Le rapport de la commission d'enquête sur la panne de décembre, publié aujourd'hui à Londres, affirme que la société n'avait pas suffisamment préparé ses trains à affronter l'hiver. Plus de 2000 personnes sont restées bloquées, je vous le rappelle, dans le tunnel sous la Manche dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier. Le PS se dit tranquille malgré l'assignation déposée par un allié socialiste de Georges Frêche pour faire annuler la liste PS conduite par Hélène Mandroux en Languedoc-Roussillon. La présidence du tribunal de grande instance de Paris a pourtant accepté sa saisine et l'audience est fixée au 10 mars, soit 4 jours avant le scrutin. Cette semaine, Georges Frêche s'est offert une vraie tournée des médias parisiens. Il a enchaîné les plateaux télé et radio et n'a pas été avare de bons mots, comme Martine Aubry par exemple, élu de la fraude selon lui. Le président sortant de la région en Languedoc-Roussillon a notamment prédit qu'il serait débarrassé des listes PS et Europe Écologie au second tour des régionales. On en parle avec Stéphane Rosès.
Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Président de la société de conseil CAP. Alors, show médiatique réussi pour Georges Frêche cette semaine? Oui, vous savez, souvent la vie politique et même la communication politique ressemble un tout petit peu à l'art de la guerre. Mais avec Georges Frêche, c'est l'art de la guérilla. Il nous habitue maintenant depuis un certain temps de ces terres à un certain nombre de sorties provocatrices qui ont le don d'hérisser le personnel politique, qui lui permet ensuite, lui, de se draper, n'est-ce pas, dans le fait qu'il parle comme le peuple, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, de dénoncer l'hypocrisie des autres et puis de s'appuyer sur la légitimité du soutien des électeurs de sa région. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est le temps actuel qui est, après les réactions de Paris, celui de la contre-attaque. Alors on le sait, dans le cas spécifique, il est aidé par cela, en cela, par ce qu'indiquent les sondages d'intention de vote. Et c'est une contre-attaque qui est relativement réussie et qu'il mène sur le terrain même de ceux qui l'ont attaqué, de l'ennemi, oui, c'est-à-dire c'est exceptionnel qu'ils viennent à Paris comme voilà. ça. Hein. Alors là, évidemment, il est conforté par, d'une part, le soutien apparent de l'électorat, qui devrait néanmoins se confirmer, et puis le front d'en face commence à se fissurer. Un grand élu socialiste, Collomb, sans soutenir, n'est-ce pas, parle justement de la légitimité de Georges Frêche à parler. Alors finalement, ce grand élu Collomb, le maire de Lyon, c'est aussi la province contre Paris. Alors cette guérilla de Georges Frêche, c'est une guerre de mouvement qui s'appuie sur 3 axes. Le premier, l'axe historique de Georges Frêche, c'est l'axe gauche-droite. Il est la gauche face à la droite. Mais il faut y rajouter un second axe dont il use, évidemment, c'est la province contre Paris. Et puis le troisième axe, le plus dangereux pour la démocratie, c'est le peuple et les élites, parce que derrière ça, il y a tout un tas de signaux de connivence qui sont envoyés aux Français, qui en fait lèvent un certain nombre de tabous et n'est pas bon pour l'esprit public, au-delà évidemment de l'intérêt électoral pour Georges Frêche et l'intérêt électoral bien compris. Vous restez avec nous Stéphane, on va parler sécurité. 2 adolescents de 13 et 14 ans menottés et attachés à un banc parce qu'ils avaient un titre de transport non valide. Nouvelle affaire de mineurs malmenés par la police qui soulève une certaine émotion dans l'Aube, avec la polémique sur les chiffres des gardes à vue et l'histoire de l'adolescente de 14 ans emmenée au commissariat en pyjama en début de semaine. La question sécuritaire occupe décidément toute la place dans cette campagne régionale. Vanessa Nemé. Il y a encore 10 ans, occuper les halls d'immeubles n'était pas interdit. Les fichiers ADN étaient réservés uniquement aux délinquants sexuels. Et télécharger sur Internet n'était pas considéré comme un délit. Depuis, tout a changé. Pas moins de 18 lois sur la sécurité ont été votées en France depuis 2001. Aujourd'hui, l'OPSI 2, proposé par Brice Hortefeux, fait son entrée. Un nouveau projet de loi sur la sécurité intérieure, indispensable selon la majorité. Il faut adapter nos outils en permanence aux nouvelles formes de criminalité, aux nouveaux délits, à l'évolution de notre société. C'est pour cela qu'il faut des nouveaux textes. La lutte contre l'insécurité, c'est une guerre de mouvement qui nécessite d'avoir toujours une étape d'avance. L'OPSI 2 se veut plus sévère sur la cybercriminalité, les violences collectives, la vidéosurveillance pour être plus accessible et les délits routiers plus sévèrement punis. Pour l'opposition, la multiplication des lois n'est pas efficace. On voit une explosion des faits de délinquance et de violence. Nous sommes en situation d'échec, quasiment, on pourrait dire, un fiasco en matière de lutte contre l'insécurité. Et le gouvernement fait comme d'habitude, à chaque fait divers qui suscite l'émotion, il crée ou il fait une loi ou un décret supplémentaire pour qu'au bout du compte, rien ne change. Pour Benoît Hamon, le symbole de cette politique de sécurité, c'est les 800 000 gardes à vue effectués en 2009. C'est 67% de plus qu'en 2002. Des gardes à vue systématisées et jugées abusives par l'opinion. Et sur ce point, toute la classe politique est unanime. Une réforme est indispensable. Voilà, la question sécuritaire est-elle trop présente dans le débat public? C'est l'objet de notre oui-non.
Et pour en parler, Stéphane Rosès qui est resté sur ce plateau et Jean-Vincent Placé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national adjoint des Verts. Alors nous avons posé la question à nos téléspectateurs via notre partenaire lenouvelobs.com. Donc la question sécuritaire est-elle trop présente dans le débat public? Réponse oui à 82%. Jean-Vincent Placé, quelle est votre opinion? Mon opinion, elle est toute simple, c'est que, et rejoint d'ailleurs ce qu'a dit Benoît Hamon tout de suite, c'est que on est arrivé à une espèce de marketing de communication du gouvernement sur la question des lois de sécurité, la 18e loi en quelques années, et à chaque fois qu'il y a un fait divers quelconque, on sort une loi ou on fait un décret et on dit quelque chose. Il y a eu une violence faite sur 2 personnes âgées très graves. Et donc évidemment, c'est particulièrement condamnable et il faut réprimer sévèrement. Alors hop, après on dit c'est uniquement 5 ans de prison pour ces malfaiteurs, on va passer à 7. Et puis il y a toujours quelque chose comme ça en plus à chaque fois et ça devient du grand n'importe quoi. En réel, les délits augmentent, la délinquance augmente et à côté de ça, le gouvernement a réduit de 9200 postes les postes de police et de gendarmerie en quelques années depuis que Nicolas Sarkozy est au pouvoir. Donc entre la réalité des faits et de la politique menée et l'espèce de poudre aux yeux qu'on nous invente à chaque fois de marketing de communication, je crois qu'entre les discours et les actes de la politique gouvernementale, il y a un fossé. Alors vous parlez de marketing, de la communication. Donc cette semaine à l'Assemblée nationale, il y avait la LOPSI, projet de loi d'orientation de programmation pour la sécurité intérieure. Au Sénat, une proposition de loi contre les violences de groupe. Et la semaine prochaine, une autre loi contre la récidive criminelle. À quelques semaines des régionales, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que vous y voyez une stratégie électorale? C'est évident que c'est une stratégie électorale. On a voulu, d'ailleurs dans la confusion que la droite veut toujours mettre en place entre l'immigration, l'identité nationale et les questions de sécurité, on a voulu attirer sur ces débats-là à l'approche des régionales. On voit le flop du débat de M. Besson sur l'identité nationale et la réalité quand même du civisme des Français qui se sont aperçus qu'on les emmenait en bateau. Et là, j'espère que nul ne sera trompé par cette méthode. On voit que Mme Pécresse, dans la région Île-de-France, exploite à chaque fois qu'il y a un incident dans un bus, dans un RER, dans un métro, ou plus grave encore, des coups de couteau ou des blessures dans des lycées. À chaque fois, ce serait la faute des socialistes ou des Verts. Très sincèrement, c'est le niveau de débat zéro qu'il nous faut fuir. Et en revanche, essayer d'aborder réellement la question de la sécurité. Et sûrement pas ni par la question de la vidéosurveillance, ni par la poudre aux yeux des différentes mesures cosmétiques qu'on nous propose à côté, mais réellement avoir une politique de prévention sur le terrain, avoir plus de personnel dans les lycées, dans les bus, dans les transports, dans les endroits où ça chauffe, si j'ose dire, et dans les quartiers difficiles, et surtout renforcer réellement les pouvoirs de la police et de la gendarmerie sur le terrain, et notamment la police de proximité que le gouvernement a quasiment supprimée. Stéphane Rosès, c'est assez classique ça, le thème de la sécurité, avancé par la droite à la veille des élections. Est-ce que ça marche ? Ça marche selon les périodes. Alors, il y a 2 questions. La première, là, les questions que vous avez abordées étaient des questions objectives sur la politique en matière de sécurité, son efficacité. Pour l'opinion, très certainement, d'ailleurs depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, place Beauvau, la thématique de l'insécurité a baissé dans les perceptions, nonobstant la réalité objective de la situation sur le terrain. C'est pas la préoccupation majeure. Non, ce n'est plus la préoccupation majeure, d'une part parce que les questions de chômage et d'emploi sont remontées, mais aussi, il faut quand même le dire, parce que le volontarisme qui est critiqué à gauche et parmi les écologistes de Nicolas Sarkozy en la matière, même si ça apparaît comme des lois supplémentaires qui auraient peu d'efficacité et qui seraient l'expression d'une inflation législative, est quelque chose qui semble dire les gouvernants essayent de faire leur maximum. Et c'est pas seulement parce que la question sociale est revenue au centre des inquiétudes, c'est aussi, il faut le dire, parce que ce type de prise en compte par la loi, y compris de façon inflationniste, marque les esprits. Et les Français se disent, les choses s'améliorent. Mais l'efficacité tendancielle de ça décroît. Pour une raison simple, qui est une raison de calendrier, c'est que plus on avance dans le temps, plus s'il faut faire de nouvelles lois, c'est donc que justement ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qui maintenant depuis un certain nombre d'années est du ressort de la majorité et de Nicolas Sarkozy, n'est pas efficace. Donc voilà, on est dans une sorte de paradoxe, c'est que la dynamique fait que l'opinion demande à être réassurée par des lois supplémentaires qui sont elles-mêmes le signe que ce qui a été fait auparavant n'était pas si efficace. Donc vous êtes rassuré, c'est une stratégie de communication
communication qui, d'après Stéphane Rosès, ne marche plus. Donc, sur quoi vous faites votre campagne, vous? Quels sont les thèmes? Marche peut-être moins et moins efficace. Tout d'abord, très sincèrement, je ne suis pas rassuré, parce que ce n'est pas parce que justement la politique gouvernementale est un échec que je me réjouis. Ce qui se passe actuellement sur le renforcement, par exemple, des pouvoirs des polices municipales, le fait qu'on essaie de mettre l'accent sur tous les aspects de démarche Internet, de vidéosurveillance, et aussi le fait qu'on mette davantage encore la pression sur les policiers et gendarmes qui sont de moins en moins nombreux pour traiter de plus en plus d'affaires, cela fait qu'il y a des risques de bavure, il y a des risques d'erreur, et à ce niveau-là, quand il s'agit de la police et d'une fonction régalienne de l'État, moi je ne suis pas du tout réjoui de ce qui se passe. Je tiens à vous le dire tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. En tout cas, merci Jean-Vincent Placé d'être venu sur ce plateau. Et justement, pour continuer le débat, alors que celui sur la garde à vue fait rage cette semaine, les sénateurs ont interpellé le garde des Sceaux. Et devant les critiques de gauche et de droite, Michel Alliot-Marie a dû préciser sa réforme de la procédure pénale. C'est le sujet de la chronique parlementaire de Delphine Girard. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors, cette semaine, donc, les sénateurs ont fait part de leurs inquiétudes, c'est ce que je disais, à Michel Alliot-Marie, face au nombre croissant de gardes à vue, mais aussi face aux conditions de détention. Oui, alors les sénateurs se sont succédés à la tribune pour dénoncer, vous l'avez dit, les conditions des personnes placées en garde à vue. Parmi les interventions les plus remarquées, il y a eu celle de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, qui a dénoncé les conditions scandaleuses des personnes placées en garde à vue. Mais il y a également eu l'intervention de René Vestry, sénateur UMP des Alpes-Maritimes. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Moi, René Vestry, maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, j'ai connu une garde à vue où j'ai signé n'importe quoi pour qu'on me libère au plus vite. Oui, j'ai dû ensuite aller à l'hôpital, faire des prises de sang. À cette période précise, je devais suivre scrupuleusement un traitement pour lutter contre un cancer. Je devais uriner souvent. J'étais accompagné d'un policier qui ne me quittait pas d'une semelle, au cas où il me viendrait à l'idée de m'évader, peut-être par la fenêtre des toilettes. Assez impressionnant comme témoignage, c'est plutôt rare. Oui, c'est même du jamais vu, un sénateur qui témoigne de sa garde à vue dans l'hémicycle. Il faut quand même préciser qu'à l'époque, René Vestry n'était pas sénateur, il était maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il ne bénéficiait donc pas de son immunité parlementaire qui le protège d'une garde à vue. Actuellement, René Vestry est mis en cause dans une affaire de corruption sur la Côte d'Azur. Sa femme et sa fille ont été récemment placées en garde à vue et il nous a confié que, vu son expérience passée, il redoutait une nouvelle garde à vue. En tous les cas, face à ces témoignages, Michel Alliot-Marie a donc préciser sa réforme de la procédure pénale devant les sénateurs. Mais les sénateurs du groupe RDSE ne vont pas attendre la réforme qui doit être examinée avant l'été au Parlement. Ils ont déposé une proposition de loi pour imposer la présence d'un avocat lors des gardes à vue. Et cette proposition de loi sera examinée en séance publique le 24 mars prochain. Alors, cette semaine, c'est aussi le groupe communiste du Sénat qui a fait l'actualité parce qu'ils ont obtenu une commission d'enquête sur la gestion de la pandémie de grippe A. Oui, et c'est une situation inédite au Sénat, c'est une première. Le groupe communiste exerce son droit de tirage. Alors c'est une nouveauté depuis la révision constitutionnelle. Chaque groupe politique au Sénat a le droit de demander une commission d'enquête une fois par session. Les communistes en ont donc profité et ils ont eu gain de cause. La commission d'enquête sera donc constituée en séance mercredi prochain et on aura bien entendu l'occasion d'y revenir à maintes reprises dans cette chronique, Caroline. Merci beaucoup Delphine, à la semaine prochaine. On termine avec une touche de poésie. Vous avez encore jusqu'à dimanche pour aller admirer la collection d'orchidées du Jardin du Luxembourg exposée au musée de l'Orangerie à Paris. Plus de 1200 espèces, certaines fleurs ont 150 ans. Une exposition qui a déjà remporté un immense succès. Donc allez-y vite si vous pouvez. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Le thème de l'émission, avec ou sans Dieu. Et comme toutes les semaines, je vous retrouve en direct à 22h. Mon invité pour commenter l'actualité cette semaine, c'est l'écrivain François Declosé. Très bonne soirée sur Public Sénat.